Je me suis dit, c'est sûr que dans 10 ans, dans 20 ans, tout le monde aura été exposé d'une manière ou d'une autre au freelancing. Ma mission, c'est de développer le LinkedIn des indépendants. Et là, tu as vraiment accès à un catalogue de plus de 300 000 profils. Exactement. Notre rythme de croisière, c'est 100 inscriptions par jour. On fait rentrer à peu près 100 missions par semaine. On essaye de disrupter LinkedIn et de proposer un nouveau LinkedIn. Il y a vraiment un enjeu de vitesse, de vélocité. On est passé d'intermédiaire à un modèle d'outil pour les intermédiaires, pour enlever toute friction dans la rencontre entre un donneur d'ordre et un freelance. C'est l'heure de la question polémique. Le CDI est-il vraiment mort ? Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean de Roglaudre, CEO et cofondateur de Collective Work, le premier réseau social professionnel entièrement dédié aux freelances, avec plus de 300 000 profils. Après un début de carrière en tant que tech analyst à la SNCF et plus de 2 ans chez McKinsey, Jean a réalisé que la mise en relation et la collaboration entre les talents et les entreprises était laborieuse. Les entreprises peinaient à trouver les meilleurs talents, les services de mise en relation étaient hors de prix et les talents étaient vus comme de simples ressources. Un constat désolant qui persiste en 2025. Collective Work, la plateforme de Jean, vient transformer cette réalité grâce à son approche novatrice. Pas de commission, un modèle économique basé sur l'abonnement des recruteurs et une multitude d'outils pour aider les freelances à développer leur activité. Donc dans ce premier épisode de The Freeway, j'ai voulu comprendre qui est Jean, son ambition derrière Collective Work, mais aussi comment il voit le marché du freelancing évoluer et comment ne pas rater la vague du futur du travail. Jean, qui es-tu et quelle est ta mission ? Eh bien, avant toute chose, je suis enchanté, Alexis. Merci de me recevoir sur ton podcast. Ça me fait immensément plaisir. Ravi de te recevoir. Jean, qui suis-je ? Je suis avant tout cofondateur et CEO de Collective, effectivement, après quelques années dans le conseil en stratégie et un parcours essentiellement école de commerce avec des expériences dans le digital et dans l'entrepreneuriat. Autrement, papa de 2 enfants depuis une quinzaine de jours. Ça doit se voir à mes cernes. Toulonnais sudiste, ultra trailer, et puis j'aime aussi beaucoup les échecs. Ma mission, je dirais que c'est de développer le LinkedIn des indépendants, le premier réseau professionnel dédié au freelancing, tu l'as extrêmement bien résumé, et de permettre à des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'indépendants de trouver des missions sans friction et de développer leur activité d'indépendant. Alors tu l'as très bien exprimé, tu es très sportif. Au lancement de ton activité avec Collective, est-ce que le fait justement d'être sportif, de te dépasser, parce que quand tu fais une activité sportive à ce niveau d'investissement comme toi tu fais, tu es obligé finalement d'avoir cette rigueur qui t'amène à avoir des résultats. Et comment ça t'a aidé pour lancer Collective finalement il y a 4 ans maintenant ? Ouais, je dirais que c'est une bonne béquille pour moi le sport, hein, être entrepreneur, et je pense que tu le sais aussi bien que moi, c'est potentiellement avoir beaucoup de tracas, avoir un sommeil quelque peu agité, réfléchir un petit peu tout le temps à sa boîte, à son activité. Et donc pour moi, le sport, c'est un véhicule qui me permet d'évacuer la pression autant que se peut. J'ai fait les comptes en 2024, j'ai couru un peu plus de 3100 km. Donc c'est 3 fois sur une année, c'est presque 3 fois la France. J'ai dû courir 3 jours sur 5. Donc c'est vraiment quelque chose. Déjà, je prends beaucoup de plaisir, donc c'est pas quelque chose que je m'impose, c'est plutôt quelque chose que je consomme sous diverses formes avec des amis, avec des prospects, avec des collègues, et j'y prends beaucoup de plaisir. Et ça me permet en fait tout simplement de mieux gérer la pression, de mieux l'évacuer, de mieux dormir. Donc ça fait partie effectivement des colonnes vertébrales d'un équilibre, dans ma vie d'entrepreneur, tout à fait. Et si on revient un peu à la genèse de Collective, moi je m'intéresse finalement à savoir quelle est l'idée initiale, ouais. Mais aussi les motivations un peu intrinsèques que tu avais toi, ouais. Et peut-être avec tes cofondateurs de l'époque, ouais, complètement. Avant de lancer et de développer ce service sur le marché. Oui, complètement. Et du coup, il faut faire encore un pas en arrière. Donc, pendant mes études de commerce, je fais un premier stage en start-up. Ensuite, je fais un stage en VC, donc les fonds qui investissent dans les start-up. Donc, tout ça dure 1 an. Et je me dis, waouh, l'entrepreneuriat, les start-up, la tech, le digital, c'est un truc qui me fascine. J'ai trouvé énormément de plaisir. Ça me rendait plus créatif, etc. Donc je me suis dit, c'est vraiment ce que j'ai envie d'être, quoi. Je voyais des dizaines d'entrepreneurs par semaine et je me disais, ma vie rêvée, c'est d'être l'un de ces entrepreneurs. Il
Il se trouve que la personne qui me coachait à l'époque et qui me coach toujours aujourd'hui, qui s'appelle Marc Laurent, qui est un des cofondateurs du fonds dans lequel j'ai travaillé, qui est maintenant CEO de Carbon Fact, m'a dit ce serait pas idiot pour toi de faire quelques années dans le conseil pour t'aguerrir, pour développer un petit peu ton réseau, tes revenus, ta notoriété, toutes ces choses-là. Être adaptable aussi, parce que c'est ça qu'on travaille exactement. quand on est consultant. Exactement. Beaucoup. Et donc, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je suis allé faire mes armes chez McKinsey pendant quelques années. Et assez vite, j'ai eu cette velléité d'entreprendre et de monter ma propre boîte. Je dirais que c'est au bout de 2 ans, peut-être un peu moins. Et en fait, pour répondre proprement à ta question, à ce moment-là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que tu aimes bien? Qu'est-ce qui t'amène de l'énergie? Quelles seraient un peu tes idées, tu vois, si tu devais monter une boîte aujourd'hui? Et il se trouve que j'avais été un petit peu freelance quand j'étais à HEC, au tout début d'une plateforme qui s'appelle Crème de la Crème, qui à l'époque était dédiée aux étudiants d'école. Je connais très bien, c'est un des acteurs leaders d'ailleurs sur le marché encore aujourd'hui. Exactement, c'est un acteur qui a pris beaucoup d'ampleur. J'avais été freelance. Avec le prisme McKinsey, j'avais aussi été dans le monde du service au sens large, du conseil, du service. Et donc assez vite, c'est le secteur vers lequel je me suis tourné parce que je le connaissais et je l'affectionnais par ailleurs. Et j'ai vu que dans le thème du freelancing, il y avait un énorme essor. Je me suis dit, c'est sûr que dans 10 ans, dans 20 ans, tout le monde aura été exposé d'une manière ou d'une autre au freelancing. Je me suis aussi dit que les frontières entre CDI et freelance allaient se rendre davantage poreuses. C'est un beau sujet, ça. C'est un très beau sujet. Ça, on aime. C'est comme ça qu'on aime. Et en fait, ce que j'ai aussi vu, et ça, c'est l'idée un peu de jeunesse, de collective, c'est que les freelances, c'était chouette, mais c'était probablement une situation où tu te sentais assez seul. Indépendant, on a un peu l'idée de quelqu'un qui est un peu seul dans sa chambre, qui n'a pas de collègues, qui n'a pas forcément de lieu de socialisation, etc. C'est un des premiers stéréotypes qui existent quand on parle de freelancing au global. Exactement. Mais je crois qu'il existe. Enfin, je crois qu'il y a une réalité, il y a un point de friction derrière. Peut-être qu'on l'a pas au début adressé de la bonne manière, mais en tout cas, ça a été tout de suite notre sujet. On s'est dit, il faut qu'on aide les freelances à collaborer, je dirais, à vaincre la solitude inhérente à leur situation. Et donc, on a créé une plateforme qui permettait tout simplement à des indépendants de former des petites équipes qu'on s'est mis à appeler des collectifs de freelance. Et cette plateforme, elle permettait donc aux indépendants de former ces squads, de les opérer comme des mini-agences, donc avec un devis commun, une facture commune, un paiement commun, un contrat commun. Faciliter la rencontre et la collaboration? Au début, non, mais assez vite, oui. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'on aidait les freelances à s'organiser en tant qu'équipe, mais on s'est rendu compte aussi que ça intéressait beaucoup les entreprises. Parce qu'on positionnait cet objet collectif comme le meilleur des mondes, la troisième voie entre l'agence traditionnelle et le freelancing à l'unité. Et là, en fait, il s'est passé un truc à peu près formidable, c'est qu'il y a des plein d'entreprises qui sont venues nous voir et qui nous ont dit j'aimerais que vous me fassiez un collectif là, j'aimerais que vous me proposiez un collectif sur ça. Donc c'est là qu'on en vient un peu au concept de mise en relation. Exactement. Parce que le marché du freelancing, pour ceux qui connaissent pas aussi bien que toi le domaine, c'est quand même un secteur où on a une méconnaissance globale. Exactement. Au niveau du marché du travail. Ça représente des centaines de milliers de personnes aujourd'hui qui travaillent en tant que freelance. Et il y a beaucoup de stéréotypes, comme ceux que tu évoquais, par exemple la solitude, mais il y en a d'autres. La fiabilité, la stabilité des freelances, par exemple. Exactement. Et aujourd'hui, on a un vrai sujet qui est effectivement de faciliter la mise en relation de ces personnes qui travaillent en freelance avec des clients finaux. Oui, complètement. Donc, on a énormément d'acteurs sur le marché. Tu as des ESN, entreprises de services numériques, les anciennes SS2I. Oui, complètement. Cabinets de conseil, qu'on appelle par exemple McKinsey. J'en viens, oui, bien sûr. Des recruteurs indépendants, comme moi, ce que je propose. Et on a des services qui se développent un peu à l'image de Collective Work pour venir faciliter, finalement, la rencontre entre ces différents acteurs. En fait, ce qui est amusant, c'est que nous, au début, on a commencé notre vie comme un de ces acteurs que tu mentionnes. En l'occurrence, je dirais une plateforme de freelance orientée sur l'équipe de freelance. Et donc, on s'est mis à gagner notre vie comme ces différentes plateformes, comme une SS2I, comme Malte, comme toutes ces plateformes, en prenant des commissions sur les projets. Et en fait, en grossissant, on s'est rendu compte qu'on avait une tête service et une tête logiciel.
Donc la tête service, c'était le fait d'aller voir les clients finaux, de leur proposer des collectifs, etc. On a dû signer 3000 clients, je crois, en 2 ans et demi. Et la tête logicielle, c'était cette plateforme que tu connais un petit peu aujourd'hui, qui permet aux indépendants de se rendre visibles, qui permet aux indépendants de gérer leur activité, de bénéficier d'outils, et qui permet en miroir à des commanditaires, des donneurs d'ordre, de trouver les bonnes personnes. Et en fait, il a fallu choisir une tête, et on a trouvé qu'en développant plutôt la partie logicielle, réseau social, etc., au détriment de la partie servicielle, donc plateforme, SS2I, ESN ou que sais-je, on avait davantage de singularité, on prenait aussi davantage de plaisir. Donc on a arrêté notre activité de service pour se consacrer pleinement à la partie logicielle. Et c'est le moment où on est devenu non pas une plateforme comme le serait Malte, mais un réseau professionnel comme le serait un LinkedIn, mais complètement verticalisé sur le freelancing. Mais c'est là aussi que l'approche pour moi est intéressante et disruptive sur le marché, parce que justement tu parlais du modèle économique de Collective, pour le coup qui est très disruptif. On est sur un marché où c'est la commission qui règne aujourd'hui. Complètement. Donc il faut savoir qu'un freelance va générer un chiffre d'affaires annuel, et que au mois le mois, une entreprise de type ESN, cabinet de conseil ou autre, va s'interfacer le plus souvent entre le freelance et le client final, et prendre une commission au passage. Ouais, complètement. Donc il y a un contrat, ça s'appelle la sous-traitance, complètement. Qui est fait entre l'ESN, si c'est une ESN, et le client final, et le freelance et l'ESN. Et derrière, il y a cette notion d'interface. Complètement. Où au passage, tu as la commission. Complètement. Et c'est vrai que Collective, aujourd'hui, propose finalement de faciliter la mise en relation avec un nouveau modèle. Exactement. En fait, on est passé d'intermédiaire à un modèle d'outils pour les intermédiaires. Et donc, le modèle économique qui, pour nous et pour nos clients, avait du sens, c'était celui d'être plutôt en SaaS, en abonnement, et de supprimer totalement la commission pour enlever toute friction dans la rencontre entre un donneur d'ordre, qui est en l'occurrence souvent un intermédiaire, et il y aura toujours besoin d'intermédiaire, je pense, et un client, un freelance, pardon. Et c'est vrai que dans cette dynamique de mise en relation, l'aspect social, comme tu l'évoques, réseau social pour freelance, a tout son intérêt. Oui, complètement. Parce que moi je le vois aussi sur LinkedIn, parce que j'ai une stratégie de création de contenu. Bien sûr. Et donc tu t'aperçois que les gens, quand tu crées du contenu, quand tu crées du lien en fait, quand tu proposes des choses intéressantes et qu'en retour tu vois qu'il y a de l'engagement, de l'intérêt, bien sûr, c'est là que tu peux créer une relation. Et d'ailleurs c'est comme ça qu'on s'est connus tous les deux. Je voyais que toi tu proposais du contenu. Bon, je connaissais Collective depuis longtemps, mais toi en retour aussi tu as vu ce que je proposais. Et peut-être que sans cette création de contenu, sans cette stratégie que j'ai, peut-être qu'on ne serait pas là aujourd'hui aussi. C'est vrai, c'est amusant. D'ailleurs, on essaye de disrupter LinkedIn et de proposer un nouveau LinkedIn, mais je reste un aficionado de LinkedIn. Je poste quasiment tous les jours depuis 2 ans, et je trouve que c'est un formidable outil pour faire des rencontres, développer son réseau et sa notoriété. Clairement. Et du coup, en termes de persona que tu adresses, donc on a parlé un petit peu des acteurs au sens large, quels sont tes personas principaux ? À savoir, tu cibles quel type d'acteur principalement ? Ouais, complètement. On a encore un petit peu de tête. On a une application pour les freelances qui permet de développer son réseau, d'interagir avec d'autres freelances, avec des recruteurs, de bénéficier d'une palette d'outils, etc. Et en cela, mon persona, c'est l'indépendant. On rend notamment bien service aux néo-freelances, aux freelances un petit peu modernes, mais pas que, remarque, en fait. Tout freelance finit par être sur Collective. Néo-freelance, qu'est-ce que tu entends par néo-freelance ? C'est des gens qui viennent de démarrer le freelance. Donc des gens qui n'ont pas forcément un historique de mission, des recommandations sur d'autres plateformes. C'est des gens qui travaillent aussi de manière un petit peu différente, qui peuvent être hyper freelance, donc avoir des missions un petit peu de part et d'autre, monétiser plus que leur temps, monétiser aussi leur communauté, leur audience, monétiser des petits produits, etc. Et ça, c'est des gens qu'on essaye de bien capter aussi sur Collective. Évidemment, toute la communauté des indépendants, notamment dans l'IT, mais pas que. On a beaucoup de consultants, de profils un peu dans le marketing, la com, le design. Donc ça, c'est d'un côté les freelances. Pour affiner un petit peu, on est quand même très français aujourd'hui, trop français d'ailleurs. Et ça fait partie un peu de nos axes de développement. Et de l'autre côté, en fait, les gens qui ont de prime abord le plus besoin de Collective, ça va être les intermédiaires qui ont beaucoup de besoins de freelance, ou du moins qui concentrent des besoins de freelance pour le compte de leurs clients.
Et donc nos clients ça va être des gens comme Theodo, Artefact, OnePoint. Ça va être des plateformes comme le Hibou, freelance.com, Little Big Connection, Computer Futures, ou des plus petites comme Cherry-Pick. Ça va être aussi des cabinets de recrutement comme Blue Maze, un peu modernes. Ça va être des recruteurs indépendants. Voilà, donc ce pan de l'activité d'intermédiation qui a pris la vague du freelancing et qui propose à ses clients des modes opératoires innovants avec du freelance, de la flexibilité, de l'expertise. Ouais, parce que si on reprend un peu le business model global de la mise en relation, c'est assez simple. C'est-à-dire que d'un côté, tu as la sélection. Ouais, complètement. Donc, c'est avoir accès au profil. Ouais, complètement. Donc, tu as plus tu as de profils que tu peux sélectionner facilement, finalement, avec les bonnes caractéristiques, etc., plus tu peux proposer derrière une qualification. Bien sûr. Tu fais par tes soins ou par d'autres personnes. Ouais. Donc, tu as la sélection, la qualification, proposer un profil pertinent pour un besoin. Bien sûr, ouais, complètement. Et derrière, c'est effectivement toute la démarche commerciale des cabinets, des recruteurs ou des ESN. Bien sûr. Pour aller trouver des clients. Bien sûr, exactement. Donc, tu trouves ton client, tu qualifies par rapport aux besoins et ensuite, tu convertis. Exactement. En coachant souvent le freelance, tu le coaches à la soutenance. Ouais. Tu le présentes à ton client. Bingo, si c'est gagné. Exactement. Après, tu as la relation de service qui commence avec la qualité de service que tu essaies d'assurer pour aussi vendre d'autres prestations derrière. Exactement. Donc ça, c'est le business model finalement assez simple de la mise en relation. Ouais. Et donc, c'est vrai que Collective, toi, tu le disais tout à l'heure, il y a un asset technologique derrière. Oui, complètement. Puisque moi qui utilise ton outil, je l'ai vu notamment avec la fonctionnalité OneSearch AI. Ouais. Qui est très intéressante. Et c'est un peu d'ailleurs dans la même veine que ce que développe Conto, par exemple, pour les virements intelligents, où tu n'as plus qu'à prompter finalement ta demande. Ouais. Et en 2 clics, finalement, tu as la possibilité de faire ton virement. Ouais, complètement. Et là, en quelques clics, tu as la possibilité d'avoir accès à un catalogue, entre guillemets, de personnes disponibles pour répondre à ton besoin. Oui, complètement. En fait, nous, la grande idée qui a éclairé le développement de notre produit, c'est de se dire... On va aider le recruteur, l'intermédiaire, le donneur d'ordre, à optimiser le ratio délai-coût-qualité. C'est quand même un marché qui reste assez concurrentiel et il faut aller vite. Le client, il a un besoin pour hier. Il mandate un intermédiaire le jour même et il attend des réponses dans la journée. Et d'où le fait que les plateformes se battent un peu sur la réactivité. Complètement. 48 heures, 72 heures max. 72 heures, on est là-dessus aujourd'hui. Oui, exactement. Donc il y a une notion de réactivité et OneSearch est un outil qui participe à ça. C'est se dire en un prompt et quelques clics, j'ai un bon listing, je peux les contacter par 06, par la messagerie pour gagner du temps. Je peux aussi déposer une offre et obtenir des candidatures en parallèle. Donc, il y a vraiment un enjeu de vitesse, de vélocité. Il y a un enjeu de coût. On ne veut pas ajouter une commission. On a un modèle d'abonnement qui est quand même assez attractif. Quand on a fait notre pilote avec Theodo, pendant la phase de test, Theodo a recruté 3 profils via Collective. Et quand on a fait les maths avec eux, on s'est dit qu'on n'était pas cher parce qu'ils avaient remboursé 6 ans d'abonnement. Je me suis dit en 3 mois, s'ils ont remboursé 6 ans d'abonnement, il faut qu'on augmente les prix. On a augmenté les prix. Donc délai, coût et qualité, nous, notre vrai enjeu, c'est de se dire on va utiliser un maximum de données sur les freelances pour proposer des réponses qui soient très précises. Donc il y a évidemment les impondérables, géographie, TJM, skills, expertise, mais aussi on va s'appuyer sur, comme on est un réseau social, sur la fraîcheur du profil, son activité dans la plateforme. Il y a beaucoup de gens qui facturent via la plateforme, donc ça c'est des données aussi qu'on va exprimer. Combien de missions vérifiées ont été facturées par ce profil, ça permet d'authentifier les gens. Bref, tout plein de données qu'on essaye d'agréger pour proposer des réponses qui soient le plus intelligentes possible. Il y a même des freelances qui dans Collective mettent leur Insta, leur LinkedIn, leur compte GitHub. C'est ce que j'ai pu constater, c'est top. Leur lien Malte. Et nous, l'idée, c'est que demain, si c'est possible techniquement, et c'est mon vœu le plus cher, on puisse vraiment agréger de la donnée que le freelance rend disponible à Collective pour être le plus précis possible et le plus quali possible, quoi. On est vraiment sur ce type d'enjeu, à mon sens, aujourd'hui. Et donc, tu as plusieurs formules au niveau de Collective. Tu as la formule qui est gratuite, il me semble. Complètement. La hyper première, important. vraiment,
en mode freemium finalement, Ouais. où tu as vraiment la première formule accessible. Ouais, complètement. Et après, tu as une deuxième offre autour de 120 €, il me semble, de mémoire. Ouais, exactement. Et là, tu as accès à 30 000 profils environ. Exactement. Et ce qui change aussi, c'est que tu as leur disponibilité et la fraîcheur du profil. Donc, est-ce qu'il a eu de l'activité dans les 7 derniers jours, dans les 30 derniers jours? Tu as un peu plus de filtres aussi. Tu peux chercher par job title, tu peux chercher par académique, tu peux faire des recherches un peu plus fines. Tu as la recherche booléenne aussi, c'est se dire, je veux quelqu'un qui fait ça, et ça, ou ça, et ça, ou ça. Ouais, c'est du filtrage. C'est du filtrage, exactement. Ouais. Donc, gérer une recherche plus intelligente. Et ensuite, on bascule sur un plan pro qui est plutôt, alors c'est sur mesure parce que ça dépend du nombre de licences, mais qui est plutôt à 400-500 € par mois, D'accord. prix d'entrée. Et là, tu as vraiment accès à un catalogue, entre guillemets, de plus de 300 000 profils. Exactement. Et tu disais tout à l'heure, parce que tu parlais du digital, Ouais, complètement. le fait que tu mobilises des technologies comme l'intelligence artificielle Complètement. pour ton SaaS. Et finalement, ces 300 000 freelances, comment tu réussis à agréger toute cette donnée que tu reçois ou que les freelances rentrent eux-mêmes sur ton SaaS, finalement, Ouais, complètement. pour au final avoir un nombre énorme de profils Alors déjà, comme ce qui est ça. intéressant, c'est qu'on a quand même un gros volume d'inscriptions. On fait 100... Alors, notre rythme de croisière, c'est 100 inscriptions par jour. Donc, il y a 100 freelances qui s'inscrivent sur Collective tous les jours et qui, à ce titre, renseignent leur taux journalier, leurs expertises, se créent éventuellement un portfolio, vont chercher des recommandations, mettent une photo, mettent bien souvent un numéro de téléphone. Et donc ça, c'est quand même une base qui est... dont on n'est pas peu fier. Enfin, c'est quand même un bel actif, quoi, 100 par jour. Et donc, nous, l'idée, c'est qu'à terme, on ait tous les freelances du monde inscrits sur Collective. C'est quoi la barrière à ça? Pourquoi tu penses que il y a des freins peut-être à s'inscrire sur Collective aujourd'hui? Il y en a. Alors, je pense qu'il n'y en a pas, parce que c'est gratuit. L'onboarding prend 20 secondes parce qu'on se synchronise à LinkedIn et que Ça, c'est top et que comme ça va feature. hyper vite. Ouais. Il n'y a pas de commission sur l'émission. En fait, si tout le monde nous connaissait, je pense, et ça peut paraître un peu pédant, mais que quasiment tout le monde serait chez nous. La grosse difficulté, le gros frein que tu évoques, c'est précisément de se faire connaître auprès de tous les freelances. Donc c'est un sujet marketing, C'est un sujet marketing. média un peu. C'est un finalement. sujet marketing, exactement. C'est tout le sujet. C'est que les freelances, comme c'est une population qui est atomisée, qui est finalement assez hétérogène, hein. Un freelance, ça peut être un type de 25 ans dans un incubateur à Paris qui est hyper branché, qui lit LinkedIn tous les jours, comme une personne d'un manager de transition de 55 ans qui lit des newsletters papier, qui lit du journal papier, qui est sur des... Et donc, en fait, comme c'est une population super hétérogène, indépendante, donc isolée, répartie géographiquement un peu partout, se faire connaître de tous ces gens-là en un clic, c'est précisément le nerf de la guerre. Et donc, nous, notre rêve, et ce sur quoi on travaille nuit et jour, alors un peu plus jour que nuit, hein, c'est ce qu'on appelle les effets de réseau. C'est se dire, plus il va y avoir de demandes, de sollicitations sur Collective, de business sur Collective, de contenu sur Collective, de gens sur Collective, d'offres sur Collective, de messages envoyés sur Collective, plus ça va attirer de manière organique des gens. C'est un peu comme ça que s'est développé LinkedIn. Tout le monde est sur LinkedIn, il faut que je sois sur LinkedIn. C'est l'inbound finalement, l'inbound à grande échelle. Et en fait, nous là, on fait rentrer à peu près 100 missions par semaine, donc des missions sur lesquelles on ne prend pas de commission, hein, qui viennent d'intermédiaires, de clients, etc. Il y a quelques mois, on en faisait rentrer une vingtaine. Et en fait, je vois qu'on fait rentrer beaucoup plus de freelance quand on fait rentrer beaucoup plus de missions. Et donc nous, il y a un peu ce pari de débrider complètement l'accès à Collective, faire en sorte que tout le monde puisse trouver des freelances sur Collective, tout le monde puisse se rendre sur Collective, avoir une version gratuite qui est déjà très élaborée, très permissive, pour que derrière, les freelances considèrent davantage Collective. Très intéressant. Et là, tu sais quoi? C'est l'heure de la question polémique. Les questions polémiques. J'aime bien. Il y a un sujet qu'on adore puisque c'est CDI et freelance. Ouais. Donc je vais te jeter ce petit cuicui, ce petit doun-doun. Pas trop fort, hein. Pas trop fort, mais c'est en mousse de toute façon. Ok. Et si tu le réceptionnes, tu vas commencer par une question freelance. D'accord. Polémique, attention. Ouais. Ah bah bien joué. Ouais. Donc là, on a notre doun-doun freelance, à droite, en bleu.
On a notre Doun CDI en rouge. Le choix des couleurs, il y a un rationnel ou pas forcément? Il n'y a pas de rationnel. Ok. Il n'y a pas de rationnel, c'est chachun sa préférence. Au final, comme pour le CDI et le freelance. C'est une question polémique. Pardon, je te laisse poursuivre. Donc je t'en prie, tu vas aller prendre le Doun bleu et choisir une question. Et tu feras la même chose pour le Doun rouge ensuite. Et tu auras juste à me dire le numéro que tu choisis de la question et je te la pose après. Ouais, elles sont polémiques. J'avoue. Elles sont bien polémiques, t'as comme bien on réussi. aime. Comme on aime. La 2 est très polémique aussi. Allez, je vais prendre la 1. Collectif se présente comme le LinkedIn des freelances. C'est pas un peu présomptueux de se comparer à un géant comme LinkedIn, Microsoft aussi, après seulement quelques années d'expérience? Si, complètement. Et je crois qu'il faut un petit peu d'ego pour monter une boîte. Il faut faire rêver. Il faut faire rêver son audience. Il faut faire rêver les freelances. Il faut faire rêver les clients. Il faut faire rêver les équipes, les gens que je recrute. Il faut faire rêver les investisseurs, les gens qui financent Collective, parce que c'est une boîte pas rentable, donc c'est une boîte qui a besoin de lever de fonds. Et il me semble que pour faire rêver, il faut un rêve, il faut une vision qui soit gigantesque. Dans ma communication, tu verras, mais je dis souvent qu'on essaye de développer le LinkedIn des freelances, on est en train de développer le LinkedIn des freelances. J'ai pas trop dû dire qu'on était déjà le LinkedIn des freelances. Néanmoins, ça fait partie un petit peu du rêve que j'essaye d'alimenter. Parce que c'est ce qui nous permet de fédérer, d'attirer de plus en plus de talents dans l'aventure. Bien sûr. Et aussi d'où l'importance du marketing pour raconter une histoire autour de la vision. Exactement. Du coup, maintenant, c'est le tour du Doun rouge. Donc, on va se tourner vers notre boxeur rouge. Et pareil, tu vas choisir une question polémique. CDI. Allez, je vais prendre le 2. Le CDI est-il vraiment mort? C'est pas un peu irresponsable de pousser tout le monde vers le freelancing? Là, je vais faire un peu une réponse de Normand, mais moi, ma vision là-dessus, c'est que non. Déjà, le CDI n'est pas vraiment mort. Il y aura toujours des CDI. Le CDI va forcément évoluer. Et c'est un petit peu le sens de l'histoire pour moi. Moi, ma conviction très forte, c'est que les barrières entre le freelancing et le CDI vont être réduites à peau de chagrin. Qu'en fait, ce sera beaucoup plus facile de devenir freelance, qu'il y aura des moments dans ta vie où tu auras besoin d'être freelance, d'autres moments où tu auras besoin d'être en CDI. J'évoque le fait que j'ai eu 2 enfants récemment. Complètement. Je pourrais légitimement me poser la question d'un CDI. D'ailleurs, t'es en CDI ou c'est quoi le ton statut actuellement? Je suis mandataire social. T'as un contrat en CDI peut-être ou pas du tout? Alors, je suis pas du tout expert, mais non, je suis... si, je suis employé par ma société. Ouais. Mais j'ai un statut de mandataire social. C'est un statut. Ouais, c'est un statut spécial. Donc, plus poreuse, je pense que les CDI feront de plus en plus de missions en freelance sur le côté, avec l'accord de leur employeur. Je vois énormément de CDI sur Collective qui font des side projects, des missions un peu sur le côté. Je pense même, et d'ailleurs on voit ça aux États-Unis, qu'il y aura des gens qui seront en CDI 3 jours par semaine et 2 jours par semaine en freelance. Et peut-être sur ces 2 jours, il y aura un jour un peu plus avoir du sens, être sur un engagement associatif, et puis un jour plus rémunéré pour faire autre chose. Et d'ailleurs, je crois que c'est assez sain pour l'employeur, pour l'employeur, parce que tu te dis, le gars que je paye, il se forme aussi auprès de d'autres clients, du coup, il se challenge, il va apprendre des nouveaux trucs. Je trouve ça assez chouette. Donc, peut-être que je vais le retenir plus longtemps. Et donc, moi, ma vision, c'est que le CDI n'est pas mort, loin de là. Mais les frontières entre CDI et freelance vont se rendre plus poreuses. Et que, pour le coup, je pense que dans 10-20 ans, tu prendras quelqu'un sur le marché du travail, il aura forcément été freelance ou bien exposé à la question du freelance. Ce qui n'était pas le cas, il y a 10 ans. J'adore le fait que tu aies parlé de la montée en compétences. Ouais. Parce que quand on est freelance, on n'a pas le choix. Oui. Autant dans une entreprise classique, on va dire, tu as un plan de formation. Alors avec parfois des formations d'ailleurs où tu peux pas accéder tout de suite à la formation que tu souhaiterais. Ouais, complètement. Ça m'est arrivé parce que je suis resté quand même de nombreuses années en CDI avant de passer freelance. Et j'étais un peu frustré parce que parfois la formation qui m'intéressait, la certification PSPO ou autre, en fait j'aurais dû attendre 2-3 ans.
Ouais, bien sûr. Et en première formation, parfois, tu as des choses où tu te dis, j'ai pas forcément besoin de ça. Tu vois ce que je veux dire? Clairement, très clairement. Et par contre, en tant que freelance, c'est à toi de te prendre en main. Ouais. C'est à toi de développer tes soft skills aussi. Ouais. Et c'est vrai que pour moi, tu vois, l'aspect créativité, communication, parce que tu parlais de communication pour collective, mais en tant qu'indépendant, on se doit aussi d'aller chercher nos clients. Tout à fait. Donc, communication, positionnement, création de contenu. Et donc, toi, aujourd'hui, justement, comment tu perçois cette notion de formation continue par rapport aux freelance avec qui tu es en relation aussi? Parce que tu es aussi toi-même freelance, il me semble. Ouais, je fais quelques missions à droite, à gauche. Alors, c'est des missions qui rendent service à collective. Je vais notamment aider des ESN, des intermédiaires à mieux vendre ou à mieux sourcer. Et donc ça me permet aussi d'entrer un peu plus en connexion avec ces gens qui peuvent devenir nos clients. Après, je fais aussi des missions parfois de recrutement, des missions comme ça. En étant en équipe auprès d'autres freelances, je vais pouvoir apprendre d'une autre personne, de deux autres personnes, etc. En pivotant sur un modèle de réseau social, nous, notre rêve, et on ne l'a pas encore mis dans le produit, enfin, on n'a pas encore de réponse très concrète dans le produit, c'est de se dire que la formation doit passer par le social, par le réseau. Je cherche un mentor, je l'exprime sur Collective, et puis potentiellement, je pourrais même suivre des freelances qui ont de la bouteille et comprendre un petit peu comment ils facturent, comment ils price, comment ils trucs. J'ai une question admin, je la pose dans Collective, j'ai sur un espèce de fil d'actu, j'ai des réponses possibles qui me sont formulées. Je manque de compétences sur telle ou telle techno. Collective va me proposer des experts qualifiés qui pourront eux-mêmes exposer leur offre de coaching, de formation. On a plein d'idées qui s'articulent autour du réseau social pour traiter ce sujet de la formation, qui est un sujet vraiment, vraiment clé pour les indépendants. Clairement, et c'est aussi un moyen de se positionner comme référence. Parce que si tu es formé, si tu apprends de tes pairs en continu, que tu utilises les réseaux, donc que ça soit Collective, LinkedIn, etc., pour te faire connaître, pour créer du contenu, d'ailleurs qui aussi offre une vision réflexive sur ces activités. Bien sûr. Toi, quand tu écris sur un sujet, derrière, ça te force aussi à penser à tes actions au quotidien, etc. Et donc, c'est aussi ce positionnement que moi, je défends, tu vois, de freelance un peu A-player. Ouais, bien sûr. Un peu de se positionner de plus en plus high ticket, aussi avec une démarche entrepreneuriale. Parce que toi, tu es entrepreneur avant tout, mais tu es freelance, donc c'est pas incompatible. Et inversement, un freelance peut avoir un positionnement aussi d'entrepreneur en se diversifiant, comme tu l'évoquais, etc. Donc, en tout cas, c'est vraiment ce type de sujet, tu vois, aussi que je souhaite adresser avec The Freeway. Donc, c'est le freelancing, mais c'est aussi le futur du travail. Et pour moi, c'est justement ne pas limiter le freelance aux intermédiaires, à cette posture un peu attentiste parfois. Et donc, je te propose un mot de la fin sur un sujet que toi, tu souhaites aborder. Donc, 1 à 2 minutes pour nous proposer peut-être une vision, une perspective sur un sujet. Ouais, complètement. On a sorti ce matin même publiquement une nouvelle fonctionnalité très inspirée de gens de confiance qui consiste à dire on va permettre aux freelances de générer de la confiance dans son réseau en se faisant en quelque sorte recommander, mais sans toute la friction qui existe dans les systèmes de recommandation très sophistiqués, un petit peu désuets. On est recommandé en 1 clic, 8 secondes, il n'y a pas de texte à écrire. Et ce sans limite. Et donc ça, c'est un truc qu'on a lancé en bêta lundi et qu'on lance publiquement ce matin. Donc au moins, je suis content de l'annoncer le jour même à ton antenne. Et sans ça, voilà, c'est un peu la direction qu'on prend en ce moment. Nous, on est très, très, très tourné vers les freelances, aider les freelances, leur proposer une plateforme dans laquelle ils s'y retrouvent, dans laquelle ils prennent pas des commissions dans tous les sens, etc. C'est un petit peu ça notre perspective. Et je te rejoins à 100%. La recommandation, et je parle aussi aux freelances et aussi aux intermédiaires, c'est vraiment un des leviers numéro 1 aujourd'hui sur le marché pour permettre une bonne mise en relation. Et en parlant de recommandations aussi, est-ce que tu auras quelqu'un à me proposer peut-être pour le prochain épisode ? Bonne transition. Alors, je vais te recommander 2 personnes, comme ça je te laisse le choix. Mais sur les sujets Future of Work, il faut absolument que tu parles avec les gens d'Exa, donc Thibaut Elzir idéalement, ou un petit peu sa garde rapprochée. C'est des gens qui ont énormément travaillé sur les sujets de futur du travail, comment le monde de l'entreprise va évoluer dans les 10-20 prochaines années.
Ils ont créé plein de boîtes autour de ça et ils sont vraiment top. Je pourrais te mettre en relation. Et par ailleurs, moi, il y a un ami, une connaissance, enfin un ami, un ami entrepreneur qui est en train de tout casser dans le recrutement, enfin au sens positif. Il s'agit de Thibaut Doucet, qui est le cofondateur de Sonar, qui est une entreprise dans le recrutement qui casse un peu les codes, qui fait les choses vraiment, vraiment différemment, de manière singulière. Puis c'est quelqu'un de très, très visionnaire, donc je trouvais ça intéressant que tu lui parles. Bon, avec grand plaisir. J'espère pouvoir me connecter avec eux et pourquoi pas un prochain épisode. Carrément, je peux te mettre en relation aussi. Écoutez, si l'épisode vous a plu et que le Future of Work vous intéresse, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et on se fera un plaisir, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci beaucoup, Jean. Ça marche, merci Alexis. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager à ceux qui devraient l'écouter. Et pour celles et ceux qui souhaitent approfondir, rendez-vous sur thefreeway.fr pour retrouver des ressources en lien avec l'épisode. Si vous voulez me contacter, retrouvez-moi sur LinkedIn, Alexis Léger. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de The Freeway. À très vite!